Bonjour à tous, bienvenue. Donc je suis Patrick de Double Slash. Vous me retrouvez régulièrement sur le podcast, environ 2 fois par mois. Et donc on fait des petites vidéos sur YouTube pour vous expliquer des outils, etc. Et donc là, cette fois, en fait, je vais vous expliquer l'outil que j'utilise au quotidien depuis quelques mois. En fait, il existe depuis, je pense, 2 ans. Je l'avais utilisé au début, après j'avais un petit peu arrêté, puis je me suis remis dessus. Et c'est un outil qui est vraiment pratique et qui vous permet en fait de tester sous différentes formes responsives, en fait, mobile, tablette, etc. Avec pas mal de réglages qu'on peut ajuster, sauver des choses, etc. Donc je vais tout vous faire voir. Et donc cet outil s'appelle Sizi. Sizi, donc c'est un, je sais plus, c'est un développeur indépendant qui avait créé ça à la base. Et bah, il a évolué petit à petit. Et aujourd'hui on est sur la version, je vais vous faire voir la version, hop, 65, donc c'est vraiment la dernière version. Alors c'est un outil qui est payant, mensuellement ou à l'année, enfin il y a différentes versions, différents formats. Je sais plus exactement, c'est pas une fortune, hein, c'est dans les 5 euros par mois, quelque chose comme ça. Après, bah, c'est quand même assez light par rapport au service qu'il rend. Et donc voilà, on va faire le tour. Donc Sizi, en gros, c'est un navigateur qui est super vitaminé, où on peut avoir différentes fenêtres, etc. Ça va beaucoup plus loin en fait qu'un DevTools qu'on peut avoir dans Chrome, etc. Et bah, on va faire le tour petit à petit, et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on y va. Donc bah, Sizi, c'est une fenêtre, hein, qui s'ouvre comme ça, un petit peu comme un navigateur classique. On a différentes vues qu'on va voir après. Donc il y a une barre d'URL classique. Alors on peut créer, quand on travaille sur un projet, l'intérêt il est là en fait, parce que forcément vous êtes peut-être amené à travailler sur différents projets comme, bah, comme moi par exemple, différents clients, différents projets, donc c'est plus facile de sauver en fait les URL, le projet, enfin les chemins de fichiers, etc., pour éviter de les retaper à chaque fois. Donc pour ça, on peut créer des projets en fait. Donc là, par exemple, moi j'en ai deux. Alors j'ai enlevé ceux qui sont sur des clients confidentiels. Donc j'en ai créé un spécialement pour cette vidéo qui s'appelle Sizi. Voilà, j'ai créé un WordPress en fait spécialement pour qui est complètement vide, hein, pour cette vidéo. Et donc voilà, j'ai créé ce projet, j'ai une URL par défaut qui est la home du site, et ensuite j'ai des bookmarks que j'ai sauvés ici. Je peux aller dans l'admin par exemple, la home, et après je peux en mettre tant que je veux en fonction des pages que vous avez, etc. Donc tout est sauvé, et vous passez de projet en projet comme ça, sans rien faire en fait. On peut ouvrir le projet directement dans Visual Studio Code, enfin VS Code, pardon, en cliquant ici. Donc là je vais pas le faire, et après je peux aller directement dans le projet, dans le dossier du projet, puisque je lui ai réglé dans les configs où était le projet, etc. Donc je peux vraiment facilement naviguer dans le projet. Pour ça c'est vraiment pratique, et donc je vous engage à créer rapidement des projets si vous utilisez Sizi, pour éviter de retaper à chaque fois toutes les URL, etc. Donc après on navigue comme dans un navigateur classique. Donc je vous ai fait voir les presets, on peut reloader la page, etc. On a différents trucs, ça on regardera après, parce qu'il faut plutôt regarder quand on est sur le projet. Donc après, au niveau des réglages, on peut, alors on va passer directement au système de vue en fait. Donc on a ici 3 vues en fait qui sont disponibles. J'ai une vue qui est qu'on peut retrouver dans les browsers classiques, resizable. Donc on peut tout simplement la recadrer, on a la taille qui s'affiche en haut. Voilà, comme ça. Ensuite, on a le full mode, donc qui est voilà, classique, fenêtre entière, et après, c'est à vous de recharger, de resizer la fenêtre. Pas vraiment d'intérêt. C'est juste pour naviguer facilement quand on veut juste voir les éléments où ils sont situés, tout ça. Et ensuite, on a là où on rentre vraiment dans le cœur de Sizi, en fait, c'est le mode où on va avoir les mobiles, en fait, différents presets, en fait, qu'on va sauver. Et on a des devices qu'on va rajouter, etc., pour voir différentes vues en fait en fonction de la vue qu'on veut voir. Et puis en plus, vous allez voir, c'est assez bien fait. Donc c'est le responsive mode. Donc je clique ici, et là vous voyez, j'ai des mobiles qui s'affichent, des devices. Alors ça c'est un preset que j'ai réglé. On a une liste de devices qui est ici en fait sur le côté à gauche. Quand j'ouvre ça, en fait, j'ai plein de devices qui sont disponibles déjà par défaut. Donc ça peut être des mobiles, ça peut être des tablettes, ça peut être MacBook Air, iMac Retina, enfin voilà, avec les différentes résolutions qui sont disponibles. Si je veux en rajouter une, je la prends comme ça et je la glisse ici. Tout simplement, je ferme mon truc,
Et ensuite, je peux en enlever facilement. Là, celle que je viens de mettre, par exemple, je peux l'enlever. Je la hide, voilà, hide. Et ensuite, on voit, je peux scroller, machin. Donc, on a vraiment une vue responsive de plusieurs formats en même temps, en fait. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage. Alors après, il ne faut pas en ajouter 50 000 parce que forcément, ça va tailler sur les ressources, quoi. Ça va vraiment tirer sur les ressources de l'ordinateur. Donc d'ailleurs, il y a une petite alerte à un moment donné qui vous dit attention, tu as peut-être mis trop de devices, ça va peut-être ralentir l'ordinateur. Donc après, il faut faire vraiment les résolutions qu'on utilise le plus, quoi. Moi, j'en ai quelques-unes comme l'iPhone 12 mini qui est vraiment petit, donc je préfère voilà, qui est en 360 de large. C'est vraiment sur du petit mobile. Ensuite, j'ai des mobiles un peu plus grands comme le iPhone 12 Pro Max, voilà, 428 de large. J'ai des iPads aussi, iPad Pro qui est beaucoup plus gros, donc je préfère voir aussi sur l'iPad comme ça. Et après, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et dans les devices, en fait, ce qui est aussi pas mal, c'est qu'on peut en rajouter. Il suffit de faire un petit plus comme ça, on lui donne un nom, on lui donne la largeur, etc. L'user agent. Donc ça, pour avoir l'user agent quand on est connecté avec du JavaScript, des choses comme ça. Et on fait ce qu'on veut en fait, hein. On met la dimension qu'on veut, donc c'est vraiment pas mal. C'est très très flexible, on peut mettre autant de devices qu'on veut. Moi je trouve que par défaut il y a déjà assez de devices, mais voilà, pour un besoin spécifique on peut en rajouter sans problème. Et ensuite, donc une fois qu'on a tous ces devices, en fait, on a différentes solutions. Donc soit on peut indépendamment les faire fonctionner. Donc là je vais inspecter celui-là, l'iPhone 12. On voit que là, en fait, quand je fais inspect, je suis sur l'iPhone 12 Pro Max et je peux inspecter différents téléphones en fait. Je suis pas du tout, vous voyez, là ça marche comme le navigateur en fait. Hop, j'inspecte cet élément-là. Par contre, si je veux inspecter un autre élément, je fais celui-là, hop, et là il passe sur l'iPhone 12 mini et là je suis sur l'autre mobile. Donc on a vraiment, on inspecte indépendamment chaque device. Donc ça c'est pas mal. On peut les faire tourner évidemment en faisant ça pour avoir les vues, c'est très important souvent pour tout ce qui est iPad en fait sur tablette de les faire tourner. On peut recharger indépendamment le device. On peut prendre des screenshots. Donc ça c'est pas mal ça pour faire vraiment des copies du device. Il y a certains réglages après qui sont disponibles. Là on ouvre directement la DevTools pour le mobile. Et on peut aussi avoir un mode focus. Donc si on veut travailler essentiellement sur l'iPad Pro, par exemple, je fais un mode focus et là je me retrouve avec une vue uniquement focus sur l'iPad Pro. Voilà. On voit que... Donc je reviens sur le mode hop, multivue. Et ensuite, quand on travaille sur différents devices comme ça, plusieurs devices, on a aussi un mode, voilà, navigation sync. Ça synchronise en fait la navigation. Donc j'ouvre. Donc là, pour l'instant, j'ai synchronisé uniquement la navigation, mais si je veux, je peux ouvrir différentes pages. En fait, si je décoche là, en fait, les navigations sont plus du tout synchronisées. Donc si là, je veux aller ailleurs, par exemple, je vais là, uniquement celui-là va aller sur cette page-là. Par contre, je vais revenir en arrière. Par contre, si j'ai la navigation synchronisée, en fait, si sur un des devices, je clique sur le lien, ils vont tous changer. Voilà. Donc c'est un choix. Pareil, c'est en fonction de ce que vous voulez voir. On peut synchroniser le scroll aussi. Donc là, je synchronise. Quand je scroll sur un device, ça scrolle sur les autres. Donc, pratique pour éviter de scroller sur tous les devices. On a aussi les clics et les inputs. Les inputs, c'est quand on est sur un formulaire. On va remplir un formulaire sur un device et ça va remplir les autres en même temps. Donc c'est vraiment tout synchronisé à la navigation. Donc alors après, ça peut... Alors moi, je décoche généralement pas forcément la navigation, mais les autres, au niveau du scroll ou des inputs, tout ça, parce que ça fait un petit peu déconner quand c'est de la web app. Ça peut faire un peu bugger parce que le hot module reload qui recharge automatiquement la page, il a un système de cache souvent, surtout sur les applications vues, tout ça maintenant. Donc je décoche, comme ça j'ai pas trop de bugs qui se fonctionnent, et puis ça tire aussi sur les ressources, donc il faut faire attention à ça. Donc je reste un petit peu décoché tout ça, je garde un petit peu la navigation synchronisée pour éviter de me retaper toutes les URL à chaque fois. Mais après, c'est variable, voilà. On a aussi un onglet simulation. Donc on peut simuler du offline, le slow 3G, etc. Du pointer, de la touch au niveau du clic. Le color scheme aussi, pour si on veut du light, du dark, qui s'adapte automatiquement à l'OS. Ça, je m'en sers pas trop. On a aussi la locale, on peut changer la langue en fait par défaut. Mettre une en français, une en anglais par exemple, on a plein. On peut désactiver JavaScript. On peut avoir le style cheat pour l'imprimante. Donc ça c'est pas mal. On a tout ça. Ensuite on a un onglet performance. Donc on peut
par défaut, en fait, on a tout de non activé. Et on peut éventuellement désactiver les animations, les transitions, tout ce qui... voilà, pour tester si quelqu'un veut désactiver les animations dans votre site, ben, vous pouvez tester directement ici. Donc on peut désactiver tout ça. C'est pas mal. Et ensuite, on a un truc très intéressant ici. Alors je vais repasser sur le mode, le full mode, comme ça on verra mieux. Je vais aller sur l'admin. On a un mode en fait qui permet d'avoir multi-utilisateurs, multi-sessions en fait, session manager. Donc c'est ici. Et ce qui permet en fait de... Donc là je suis sur VP admin par exemple. Donc là je vais me connecter en local. Voilà. Donc là je me connecte, je suis admin. Là on voit admin, ok. Si je vais sur VP admin 2, bah là je suis devenu admin 2. En fait on peut gérer plusieurs sessions de personnes connectées en fait, de users connectés. Donc si vous voulez tester, si votre site fait, votre app fait des choses différentes en fonction de l'utilisateur avec différents rôles, et ben vous pouvez le tester en fait. Vous rajoutez des rôles ici en fait, des sessions, et vous allez pouvoir passer d'une session à l'autre. Voilà, là je passe sur admin, je repasse sur admin 2, juste en cliquant comme ça. Donc ça c'est hyper pratique quand on veut tester différents rôles sur une application par exemple. Donc ça vraiment vraiment bien. Ensuite, je reviens un petit peu sur les devices en fait. Je vais revenir sur la home parce que l'admin c'est pas top pour les devices. À ce niveau-là, en fait, quand on est, alors pour voir les devices, il faut passer en responsive. Quand je suis là, par exemple, qu'on a fait en fait tous des réglages, si vous rajoutez les téléphones, tout ça, vous réglez, vous les organisez, parce qu'en fait, on peut les organiser ici. En fait, c'est ici. Je peux les centrer comme ça, hop, comme ça, comme ça. Enfin voilà. Je peux régler aussi l'espace entre les téléphones. Enfin, il y a vraiment... je peux enlever les icônes. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut régler, en fait. Quand vous avez fait tout ça, vous avez réglé tous vos téléphones, vos devices, etc. Et bien, vous pouvez sauver les presets, en fait. Donc, moi, j'en ai un par défaut, qui est celui que vous voyez là, en ce moment. Et après, vous pouvez en rajouter. Si vous avez une application, un site web qui est vraiment destiné à un device en particulier, ou une taille de device particulière, bah vous faites un preset qui correspondra pour cette application, pour ce site. Donc ça c'est pas mal aussi, on peut régler les presets et les sauver, et les utiliser pour la suite, ça évite à chaque fois de remettre des téléphones, des devices, tout ça. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite on peut, ah tiens, ça c'est le bouton pour les tourner tous en même temps. Tac, et voilà, c'est pratique. On peut zoomer évidemment. Ici, donc j'étais là, je vais revenir sur le mode full mode. Là c'est pour voir en fait les éléments de la page. Donc je peux aller au prochain H1 ou au prochain H2, voilà. Les titres, scroll to element. Je peux mettre un sélecteur ici si je veux. Kill port, ça je m'en sers jamais. Et un système de débugage aussi. Ça c'est hyper pratique. Alors, ah ouais tiens, un truc marrant. On peut overrider une font, une police en fait. Donc je fais override font, par exemple. Alors je vais revenir un petit peu en haut, ouais, comme ça. Si je fais override font et je choisis une police, et ben ça me change la police en fait, tout simplement. Et ça c'est génial en fait. Voilà, je peux changer la police comme je veux en fait sur le site en 2 secondes. Et si je veux tester des polices en fait sur mon site, c'est hyper pratique. Alors autre chose hyper pratique en fait, c'est le petit stylo qui est ici en fait. Enable Design Mode. Quand je clique ici, si je vais là par exemple, et ben je peux taper ce que je veux. Donc si je veux taper du texte un peu plus... si je fais... hop. Et voilà. Je viens de rajouter du texte à la volée pour tester si, bah, par exemple, un élément avec plus de texte, il dépasse ou pas, est-ce que ça passe, la hauteur, machin, tout ça. Donc hyper pratique aussi ça, de pouvoir à la volée mettre du texte. Alors ne faites pas ça pour changer les articles sur les journaux, les médias en ligne, et faire des copies d'écran pour faire des fake news, c'est pas très bien. Mais on peut le faire. Donc je sors de ce mode, et en même temps il garde quand même tout ça. Donc la police, je peux la changer, ça je trouve ça vraiment génial en fait, de pouvoir tester des polices différentes comme ça, en 2 secondes. Ensuite, on a d'autres choses, je vais revenir à la police d'origine, qu'on fait des fois, en fait, je sais pas si vous connaissez les petits hacks pour mettre des bordures en fait sur tous les éléments de la page, des choses comme ça, parce que des fois ça dépasse, on sait pas quel élément fait dépasser l'autre élément, même si on l'a de moins en moins avec grid et flex, mais donc je fais ça par exemple,
J'ouvre ça, j'active ça, et là je vois tous mes éléments qui sont avec une bordure. Celui-là, c'est à peu près le même. Outline image. Donc là, c'est pour voir s'il y a des images en fait. Enfin voilà, il y en a plein, les tables, les frames. S'il y a des éléments positionnés en absolu, là je pense qu'il n'y en a pas. Enfin voilà, il y a vraiment relative, ou les fixed. Je peux cacher les images. Hop, j'ai plusieurs images. Le background aussi. Je peux enlever tous les styles. Hop, plus de style. Ou enlever le défaut, le browser default style. Voilà. Ah bah voilà, on voit quand même il y a un style par défaut, les index, etc. Donc il y a plein de petits trucs pour débugger. Donc c'est hyper pratique en fait de ce petit truc. Le grid overlay, c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe. Non, c'est pas vraiment le même principe. Ça permet de mettre une grille en fait pour. Alors ça, c'est un truc que j'utilise pas du tout. Enfin, surtout aujourd'hui avec les grilles et tout ça. Mais on peut définir une grille sur un site avec tant de largeur, etc. Comme ça, on peut aligner les éléments si on veut. Ça peut être pratique en fait si on veut vraiment aligner les éléments sur une grille. Bon, voilà, il y a des gens qui font ça, donc c'est pas mal. Moi, perso, je m'en sers pas. Le petit chapeau là, c'est parce qu'on a des missions en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, quand on découvre en fait, à chaque fois des petits trucs, des petites fonctionnalités dans CZ, en fait, on a des petits points. Il te dit voilà, c'est bon, tu deviens un expert petit à petit. Donc moi, petit à petit, j'avance. Là, je suis régulier. Voilà, utilisateur régulier. C'est juste un truc en plus comme ça. Voilà. Ensuite, alors on va passer sur le côté droit là. Donc on voit qu'il y a plein d'onglets ici. Hein. Donc le premier c'est console, donc c'est le classique. Hein. On a les consoles. On a celui-là que je trouve pas super pratique, mais des fois je l'utilise, mais on a un peu tout qui s'affiche là-dedans. Après on a le DevTools classique, hein, qu'on peut déplacer en dessous, ici, classique. Alors attention parce que c'est pas comme dans Chrome tout ça, ça va pas réduire la fenêtre en fait, il se met un overlay par-dessus en fait. En fait il est vraiment par-dessus, ça décale pas la fenêtre et ça réduit pas la taille du viewport en fait. Donc ça, on peut le sortir, etc. Je vais le remettre sur le côté. Donc classique. Après c'est vraiment un DevTools. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que c'est basé sur Chromium. Donc normalement. Donc c'est du Chrome. Hein. C'est pas du Safari. Bon, ça marche très bien. Après, donc on retrouve toute la console classique de Chrome, tout ça. Voilà, il y a tout qui est là. Hop. Les styles. Alors ça c'est pour si je fais ça et je sélectionne un élément. Tac, il va m'afficher exactement le style qui est appliqué dessus. C'est pas mal. Et on peut rajouter des classes, tout ça. Donc je m'en sers pas encore beaucoup, mais j'ai vu que c'était plutôt pratique pour regarder un petit peu les styles. Je sais pas si on peut les éditer. Non, on peut pas les éditer. Copy class token, pardon. Ok. Header. Alors header, on peut rajouter des choses en plus si on veut rajouter des éléments dans le header. Par exemple un token, quelque chose, n'importe. Voilà, je viens d'avoir 5 points là parce que je viens d'ouvrir ça, j'avais jamais ouvert. Donc ça, je m'en sers pas personnellement. Les cookies, pareil, on a la liste des cookies qui est directement là. On l'a dans le DevTools, mais on l'a aussi directement ici. On peut dégager les cookies si on a envie d'enlever des cookies. Là, on voit que j'ai les cookies WordPress, tout ça. On peut en rajouter et en enlever. Local Storage, pareil, c'est quelque chose qu'on a dans DevTools, mais on peut aussi le gérer facilement. Alors, le cookie et le Local Storage, en fait, c'est tout simplement parce que souvent, on a des sessions qui sont ouvertes ou machin, quand on fait des tests et tout. Et à chaque fois, il faut naviguer dans DevTools, donc c'est plus simple en fait de les supprimer directement dans cookie ou Local Storage. Voilà. C'est pour purger un petit peu facilement. Là, on a la source, donc c'est pas la source du DevTools, c'est la source de la page, quoi. À savoir que bah, forcément quand vous faites de la web app ou du statique ou des choses comme ça, bah, vous allez la source qui est de la page n'est pas la même que la source qui est dans DevTools, puisque dans DevTools ça va être la source de l'application générée. Enfin c'est interactif en fait, alors que là la source elle est vraiment c'est la source qui est envoyée par le serveur en fait. Donc c'est un petit peu différent. Social, social c'est tout ce qui est les éléments en fait qui vont être pour les partages Twitter, Facebook, etc. Donc c'est directement là. Il prend les métatags qui sont dans le head et puis on a un aperçu en fait de ce qu'on va avoir sur les partages. Voilà, c'est directement ici. CSS override, ça c'est bah, tout simplement vous écrivez du CSS pour overrider le CSS de la page et ça garde, ça reste hein, en fait. Si je fais ça, je sais pas si ça va marcher. J'ai pas de truc.
Alors si je fais le lien peut-être. Non, c'est pas un lien ça. Voyons voir. Oh, vite fait, allez. Inspect element. Ok, on va y arriver. Alors ça c'est quoi? On va faire un blog post. Ah ouais, alors j'aurais pu faire ça. Par exemple. Je peux... Si je fais ça, copy class, voyons voir ce que ça donne. Oula, j'ai tout pris. Ouais, ça fait un petit peu beaucoup. On va prendre que le blog post post title. Voilà. Si je fais ça, et ben ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Normalement ça devrait marcher, c'est bizarre. Ah, parce que c'est un lien, non? Ah, voilà. Voilà. Donc en fait, je peux overrider des éléments de la page. Je sais pas à quoi ça sert, hein, perso. Parce que normalement, le CSS, ou alors c'est pour tester, ou je sais pas. Ou alors je veux avoir un élément qui est différent. Mais pour le dev, je vois pas l'intérêt. Une dernière chose qu'ils ont rajouté là, c'est le API Inspector. Donc c'est un système qui est un peu équivalent à Postman, ou Postwoman, parce qu'il y a eu le Postwoman aussi qui a été créé. Donc ça nous permet de faire des requests sur des API REST en fait, ici directement. Voilà, en get, en post, je pense pas que ça fasse le GraphQL. Mais ah si, GraphQL. Ah, ça fait GraphQL, je suis mauvaise langue. Donc voilà, c'est un peu un postman directement là-dedans. Ça permet de tester les URL, machin, tout ça, c'est pas mal. En fait, ça permet de toujours rester dans cette même fenêtre, en fait, sans sortir. On a tout à dispo pour un projet spécifique, voilà. Donc c'est pas mal. Hop. Et ensuite, donc tout ça, c'était à gauche. Et on va regarder à droite, pardon. Et à gauche, donc on avait déjà vu les devices qui sont ici. On a un système de to-do ici. Donc si on a voilà, des trucs à faire, alors il faut changer le header, mettre la telle taille, mettre telle police et tout ça, bah, on peut se faire une liste de to-do ici, et à chaque fois qu'on avance, bah, je coche, voilà, hop, c'est ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Perso, je m'en sers pas encore, mais peut-être ça viendra, peut-être je m'en servirai un de ces quatre. On a pareil, des notes, on peut taper des notes, voilà. Ça peut être pratique aussi pour les gens qui recettent, en fait, qui vont tester, qui vont vérifier si les éléments sont bien positionnés, etc. Et là, ils font des notes et après, ils peuvent éventuellement, je pense, peut-être exporter ou copy to clipboard. Voilà, on peut copier et coller et puis mettre ça dans un mail. Donc, ça peut être, en fait, c'est un outil qui est pour les devs, mais ça peut être aussi un outil pour les chefs de projet pour voilà, vérifier les sites s'ils sont conformes à ce qu'on attendait, etc. Donc, voilà, il y a différentes choses qui sont disponibles ici, pas que pour le dev en fait. On a aussi le browser. Le browser en fait c'est... moi je m'en sers par exemple pour une documentation. Si je suis en train de travailler sur une app en vue par exemple, ou de Next, ou Next, n'importe, et que je me souviens plus voilà, comment on fait ça déjà sur Next, et ben je m'ouvre ici la doc Next, et puis bah, je m'en sers en fait. C'est une sorte de documentation qui peut rester sur le côté, ça reste ouvert. Et je l'affiche, je la cache, enfin voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Là c'est vraiment des outils sur la gauche qui sont plutôt destinés, voilà, c'est des aides en fait dans les tâches quotidiennes en fait, pour le projet en fait. Et voilà, donc on a vu pas mal de choses. Et dernière chose en fait qui est pas mal aussi, alors il y a un mode qui s'appelle Studio. Donc le mode Studio c'est le Photo Studio mode. Et là quand on rentre dedans, bah déjà, mes devices sont dans tous les sens, donc on va changer ça. Hop, voilà. Donc là, on se retrouve dans un mode où on va pouvoir faire des photos. Donc là, il y a les devices avec voilà, d'autres sites. Pareil que tout à l'heure, en fait, je peux changer... Comment je peux faire déjà ça? Device config. Ah oui, c'est là, voilà. Donc là je peux enlever des trucs, hein. Je peux enlever les ombres, je peux enlever le frame, avoir que ça, enlever le bar de l'OS, tout ça, enfin je peux vraiment ajuster comme je veux, voilà, pour faire en fait des photos, des gifs comme vous voulez, et des vidéos en fait. Donc c'est à dire que je peux filmer une navigation en fait sur un device pour dire bah regarde là c'est bon, ça fonctionne, c'est bien positionné, et envoyer ça à quelqu'un. Je peux évidemment utiliser voilà, il y a différents moi je trouve que les photos, alors on peut éventuellement tac, ça vient de me faire les photos,
Donc là, il me le met screenshot sauvé. Je peux copier, preview, open folder. Donc si je fais une preview, bah voilà, il m'ouvre. Je viens de faire une photo de mes devices, mes différents devices. Je peux faire un GIF ou une vidéo. Voilà, il y a vraiment différents modes. Et ça permet vraiment de. Donc si je fais un focus, par exemple, si je fais un. Là, je fais un focus. Ah bah là, je suis sorti. Ah ouais, maintenant je peux pas en fait. Ah, si je fais ça, non, je peux pas. Ça veut dire que si je veux faire par exemple que celui-là, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse éventuellement un preset spécialement pour ce mobile. Ouais, bon, après c'est pas très compliqué, mais je peux faire un full page screenshot ici. Donc si je fais ça, il va pas me prendre que la vue, il va me prendre carrément tout le device. Bon bah là c'est forcément le site il est pas très long. Donc ça marche pas. Il faudrait que je prenne un site qui est assez long. Ouais, essayons. On va aller sur slash podcast. Le site du podcast. Alors on voit que j'ai tapé l'URL là. Et si je fais en plus synchronise clic, je vais faire ça. Ah, ça va marcher. Là c'est un site qui est assez long. Donc si je fais un full page, là il vient de me faire un full page. Alors c'est long, hein, parce que là il est en train de scroller, il fait des pages qu'il va coller entre elles pour faire un seul truc. On va voir ce que ça donne. Du peu de travail. Voilà. Et là si je fais une preview, bah, ça me fait une page très très longue. Parce que faudrait peut-être qu'on mette de la pagination. Mais on a vraiment, voilà, il a pris la page complète. Voilà, j'ai pris vraiment un cas extrême. Je vois quand même qu'il a pris le... Ouais, parce qu'il est fixe. Il a tout pris, en fait, hein, jusqu'en bas de la page. Donc c'est pas mal. Par contre, je vois que ça bug un peu quand il prend quand il y a des éléments qui sont fixés en bas de page ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pratique, ça aussi, pareil, pour quand on travaille sur un projet, qu'on a des retours d'un client. Ouais, sur tel device, il y a un bug, machin, bah tu fais la modif et après tu peux prendre un screenshot, envoyer dans le mail en disant bah voilà c'est bon, c'est corrigé quoi. Donc c'est plutôt pratique. Donc il y a vraiment voilà, Sisi, petit outil vraiment pratique pour travailler au quotidien sur des. Alors là, attention, hein, c'est vraiment là on parle de CSS, on parle de responsive, de taille de device en fait. Alors par contre attention, ça remplacera pas de tester en fait sur différents navigateurs ou même mobiles par rapport à tout ce qui est JavaScript, etc. Parce que forcément Safari, Firefox ont des fonctionnements un petit peu différents et certaines fonctionnalités qui peuvent ne pas fonctionner sur Safari, tout ça, donc ça n'empêchera pas. Sisi ne remplace pas tous les navigateurs, ça ne remplace pas de vérifier sur les navigateurs que ça fonctionne bien, etc. Un autre outil que peut-être je ferai une vidéo là-dessus, c'est BrowserStack, un outil qui permet de tester sur des vrais devices en fait. Donc par exemple là, hier ou avant-hier, j'avais un problème sur un mobile, enfin sur Safari 14, sur iOS 14. Il y avait un petit bug de texte qui disparaissait sur Safari iOS 14 et pas sur Safari iOS 15. Et je me suis servi de BrowserStack pour vraiment vérifier que ça fonctionnait puisque mon téléphone est en iOS 15. Donc un peu compliqué de tester quoi. Donc ça peut-être je ferai une vidéo pour vous faire voir comment ça fonctionne aussi. Mais voilà en gros, on a vu à peu près comment ça fonctionnait. Donc alors c'est pas du tout... je vais aller sur Google, ce sera plus simple. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, on n'a aucun sponsor avec Sisi, on n'a aucun lien d'affiliation. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe les liens d'affiliation. Voyons voir si je trouve le site Sisi. Voilà, je sais qu'il doit refaire le site prochainement. C'est un développeur indépendant vraiment qui travaille là-dessus. Il a lancé ça il y a quelques années et puis ça marche pas mal. Alors le pricing vite fait, honnêtement, c'est pas un tarif super élevé. Enfin, il y a vraiment des outils comme ça, il ne faut pas hésiter à mettre quelques euros tous les mois quand vous travaillez, parce que ça vous apporte vraiment du confort et vous gagnez du temps en fait. Et c'est vrai que si par exemple vous êtes indépendant, soit c'est la société pour laquelle vous travaillez, il faut leur demander et qu'ils acceptent de payer un abonnement mensuel ou annuel, enfin ce que vous voulez. Si vous êtes indépendant freelance, il ne faut pas hésiter. Moi personnellement, je facture à un certain tarif les horaires.
Et finalement, 7 euros par mois, c'est que dalle en fait par rapport à ce que je facture par heure ou par journée. Donc c'est un outil qui va me faire gagner du temps et donc forcément un petit peu d'argent aussi puisque je perds moins de temps sur la journée. Donc faut pas hésiter, il y a des outils comme ça qui sont vraiment intéressants. Donc là on est à 7,08 € par mois, on peut prendre par an, donc c'est 4,30 €, c'est vraiment que dalle. Et il y a même un truc à vie en fait, 200 euros et à vie, donc après c'est à vous en fonction de vos moyens, mais et en plus il y a une offre, vous pouvez tester pendant 14 jours gratuitement. Donc ça permet vraiment de se rendre compte. Donc je vous encourage à le tester et à vous faire une idée sur l'outil, mais honnêtement, j'utilise vraiment souvent en ce moment parce que j'ai pas mal de sites où je dois vraiment faire du responsive et c'est vraiment pratique, ça évite de, voilà, de passer. Le DevTools, c'est vraiment bien, mais ça a ses limites, quoi, et surtout quand on passe d'un projet à l'autre, etc. Donc voilà. Donc bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis bah, je vous mettrai le lien de Sisi, mais bon, vous le trouvez facilement sur Google. Mais bah, merci et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà. Merci à tous.